Ok. Ça va la digestion? Ça va les épaules? Non. Moi, franchement, mon défi là, c'est de tenir le micro pendant 1h30. Parce que Nico et Flo, ils m'ont flingué. Bon. J'ai commencé un peu à vous l'évoquer ce matin, par rapport au fait de pouvoir tirer le plus possible de choses de cette expérience de 48 heures, là, de ce congrès pour vous, en parlant des freins, ce qui pourrait vous empêcher d'aller puiser une nouvelle ressource, d'aller trouver un nouveau savoir, de faire des connexions avec les gens, etc. Moi, il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur et que je vais exploiter, je vais exposer aujourd'hui. Il m'est venu naturellement, j'ai toujours voulu en faire une conférence, mais je me suis toujours dit que c'était vraiment, vraiment costaud. Mais ça m'est venu naturellement cette fois-ci parce que je me suis dit, après 300 vidéos sur YouTube, Centre de l'Hormèse, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter de plus quand j'ai fait des podcasts à rallonge? Qu'est-ce que je vais raconter de plus qui n'a pas été dit dans mes dernières confs ou dans toute forme de transmission? Donc, je vais me faire une hormèse personnelle. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait, dans le fond comme la forme. Bon, vous allez voir, on va parler de sociologie, on va parler de biologie, on va parler des choses que sans doute vous m'avez déjà entendu évoquer, mais quand même, c'est très 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 nouveau, très inconfortable, comme le fait de mettre un t-shirt à manches longues, hein, évidemment, hormèse vestimentaire. Mais ce week-end, vous allez déjà expérimenter par le froid, par le corps, avec donc Slim, Léo, avec Nico et Flo, vous allez voir le côté un peu plus intellectuel avec Pierre. Demain, évidemment, le côté confrontation à l'autre et à soi-même avec David dans le réseautage. Donc, cœur, corps, esprit, tout ça c'est plus ou moins couvert, mais je voulais mettre vraiment le doigt sur l'hormèse du cœur. Pas simple. Pas simple, et comme je vous l'ai dit, pour ce faire, j'aimerais parler de la mort. Mais la mort, c'est un sujet qui est assez redondant. On en parle, moi, je sais que parmi vous, il y en a plein qui adorent le stoïcisme. Flo en a parlé dans sa conférence juste avant, si vous étiez là. Que la mort fait partie de la vie, qu'il faut faire de chaque seconde une vie, etc. La mort, on en parle souvent. Donc je ne vais pas parler du stoïcisme. Je ne vais pas aborder par ce prisme-là. Je ne vais pas parler des expériences de mort imminente. Je connais quelqu'un dans la salle qui pourrait très bien vous en parler. Je lui ai fait des gros bisous sur sa joue gauche. Mais c'est très documenté, les expériences de mort imminente. Vous avez des bouquins là-dessus. Voilà, des gens qui sont proches de la mort mais qui survivent. Ils relatent ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Je ne vais pas le faire, je n'ai pas vécu ça personnellement. Non, il y a quelque chose que j'ai vécu personnellement. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais j'ai commencé à entrevoir la possibilité d'eux. Et c'est quelque chose qui, à chaque fois que j'en entends parler, me fascine, me foudroie un petit peu. Mais me fascine, vraiment. C'est le suicide. On va passer un bon moment, hein. Ça va être cool cette conférence. On va s'amuser. Ne vous inquiétez pas, on va s'amuser. Vraiment, on va s'amuser. Ça va être cool. Mais ouais, le suicide et les leçons donc de ceux qui ont abandonné en fait le jeu de la vie. Ceux qui ont dit, c'est bon, stop. Comment on en arrive à des extrêmes tels qu'on dit, j'arrête tout. Là, j'arrête vraiment en fait. C'est vraiment le vrai arrêt, le vrai stop. Et on va parler un petit peu de ça, côté sociologique. Et je vais vous exposer ce que je pense être une forme de suicide actuelle qu'on peut faire de notre vivant et qui nous empêche en fait de profiter de l'aventure de la vie. Et ça, c'est vraiment en lien avec tous les ateliers que vous allez faire ce week-end. Comme l'année dernière, je veux que ma conférence ce soit une porte d'entrée vers tout ce que vous allez faire. Okay, avec Steve, avec Slim, demain, avec Pierre, tout le temps, que vous repensiez à ça et que ça vous serve. Donc, pour parler de suicide, ça marche. 3 personnes que j'aime particulièrement. Yukio Mishima, le philosophe japonais que j'aime le plus, ça va vous parler par rapport à ce que vous avez fait avec Nico et Flo ce matin. Parce que Yukio Mishima, c'est quelqu'un qui était évidemment, comme on peut le penser pour un philosophe, très dans les mots, très dans le verbe. Avec sa plume, il a énormément écrit. Et un jour, il a découvert la muscule, avec 2 L apostrophe plus. La vraie muscule, la fonte. Et il s'est mis dehors, il a soulevé des poids. Il a découvert le corps. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le soleil et l'acier ». Pourquoi? Parce qu'il faisait son entraînement, l'acier c'est donc la fonte qu'il soulevait, au soleil dehors. Et il a écrit un truc.
Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien écrit. C'est incroyable. Pour tous ceux qui aiment le sport, c'est magnifique. Bref, Soleil et l'acier. Yukio Mishima, c'est le dernier à avoir cette fée seppuku. Seppuku, nous on dit harakiri facilement en français. Harakiri, ça veut juste dire s'ouvrir le ventre. Seppuku, c'est l'acte même du suicide du samouraï. Il a fait ça devant l'armée japonaise pour protester contre l'orientation politique. C'est le dernier à l'avoir fait. Certains disent que c'était le dernier samouraï, d'autres disent non, pas du tout, c'était juste un gars, il s'est ouvert le ventre, mais on ne le reconnaît pas en tant que tel. Mais bref, il a décidé d'arrêter par cette idéologie-là. Robbie Williams, peut-être l'un des comiques qui m'a fait le plus rire. On dit souvent que c'était un clown triste, comme beaucoup de gens qui se sont suicidés d'ailleurs. Qui, au quotidien, ils mettent une façade, mais en fait, il y a beaucoup de dépression derrière. Voilà, quelqu'un que j'aime énormément. Et Chester Bennington. Qui dans cette salle aime Linkin Park? Ok, ceux qui n'aiment pas, vous sortez immédiatement. Ceux qui n'aiment pas, j'espère qu'après cette conférence, vous aimerez, parce que c'est lui que je vais prendre en exemple. Parce qu'il a fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il nous a livré des chansons, des textes, où il raconte en fait tout le processus qui l'a fait quitter l'aventure de la vie. Et je me suis toujours dit, quand je m'envoyais ces musiques-là pour mettre des gros tarifs, comme disent les philosophes, je me suis toujours dit, punaise, là il y a des perles de sagesse qu'on laisse comme ça, on écoute en faisant autre chose. Mais c'est tellement puissant ce qu'il expose. Donc ça va être le prétexte pour vous faire une conférence où on parle de suicide, on parle du goût de la vie, mais on parle aussi de tout un aspect, comme vous connaissez sans doute, assez scientifique. On va partir dans plein de directions. Mais aussi, c'est ça qui est un peu nouveau, en musique. On va écouter un petit peu de musique. Donc, de ce grand monsieur, entre autres, il n'écrivait pas les paroles tout seul, mais la légende veut qu'il reprenait toutes les paroles, c'était un acharné, toutes les nuits, pour les retravailler, et qu'il y avait beaucoup de Chester Bennington dans les paroles des chansons de Linkin Park. Donc, le suicide. Petit point sociologique, c'est ce monsieur, Émile Durkheim, qui a bossé sur le suicide, sociologue français donc, du 19e siècle, souvent considéré donc, comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Et lui, il a dégagé toute une expertise sur le suicide, avec différents types de suicides qu'on va voir par la suite. L'intégration sociale et la régulation sociale, donc le lien à l'autre comme étant central en fait, pour soutenir un individu. Les causes sociales du suicide, donc c'est plutôt les désordres sociaux que les facteurs individuels qui induisent ce passage à l'acte. Et la méthodologie. Donc, je vous ai un petit peu exposé mon parcours, enfin très rapidement ce que moi j'avais vécu. Dans les grands moments de dépression et de solitude, c'est pas que j'ai pensé que j'allais le faire. C'est que j'ai commencé à me dire et si voilà, là, c'est chiant, c'est vraiment chiant la vie, si je partais. Et en fait, quand vous commencez à mettre les doigts là-dedans, des trucs très concrets arrivent, quoi. C'est-à-dire, mais comment? Je me jette du haut de la falaise? Je me tranche les veines? Non, tranche les veines, jamais de la vie. Moi, trancher les veines, oublie, tout de suite. Ça dure trop longtemps, ça fait mal, etc. Mais vraiment des trucs à la con. Tu te dis, mais attends, ouais d'accord, mais comment tu fais? T'achètes un flingue? Tu achètes un flingue, c'est mort. Faut aller acheter le flingue. Enfin, bref. Vous réfléchissez à ça. Et ça met un vrai tarif, pour le coup. Là, on se dit, oh non, en fait, la vie, j'aime bien ça. Voilà. Donc, suicide altruiste. Donc, Durkheim, il dégage 4 types de suicide. Suicide altruiste, donc, un individu qui se sacrifie pour le bien-être d'un groupe ou une cause. Okay. C'est souvent, j'ai mis les sabres donc, le sabre qu'a utilisé Yukio Mishima en image. C'est ce que peuvent faire, peut-être, voilà, les samouraïs pour une cause. Suicide égoïste. Alors, il faut l'entendre, lorsque l'individu se sent déconnecté ou isolé de la société. Ce genre de congrès, ce genre d'événement, c'est pour empêcher ça, justement. Parce que c'est vrai que la démarche alternative que l'on a, nous, ici, en étant un petit peu à contre-courant du monde, c'est, comme le dit Patrice Franceschi, une voie souvent solitaire. On a du mal à connecter avec des gens qui pensent comme nous. Et c'est le premier retour que vous me faites, et à chaque fois j'en suis très content, c'est « Enfin, je peux discuter avec des gens qui pensent comme moi ». Ça, quand vous me faites ce retour-là, vous me rendrez vraiment heureux. Suicide anomique, lorsque les normes et les valeurs sociales perdent de leur pouvoir régulateur. Il y a une désorientation de l'individu par les bouleversements sociaux. Suicide fataliste, lorsque l'individu se sent emprisonné dans les conditions de vie oppressives et dépourvues d'espoir. Ce livre-là, vraiment, ça marche comment ça?
lisez-le, parce que comme je l'ai dit au début, ça a donné les bases de la sociologie. Ça a donné de grosses bases, pas les bases, mais de grosses bases. Donc chaque type reflète les différentes façons dont les individus interagissent avec leur environnement social et les normes qui le régissent. Petite expérience personnelle au Japon, où c'est l'un des pays où il y a le plus haut taux de suicide. Il y a une telle, et peut-être que Slim, tu pourras partager aussi durant le week-end ton retour d'expérience, parce qu'il a vécu au Japon également. J'ai passé plus ou moins 7 ans. J'ai vu des personnes comme ça, c'est-à-dire dans une norme. Et je pense que la pire chose qui puisse arriver, c'est de tomber dans la norme. Habillés tous de la même façon, même chaussures, même pantalon, même costard, même cravate, même chemise, tous les jours. Et qui vivent tellement désincarnés, en fait, je suis complètement dissolu dans le groupe, que je ne trouve plus mon individualité. J'ai plus de sentiment d'identité. Et que ça, très sincèrement, sur le long terme, à mon avis, c'est l'une des causes premières qui se déchaînent sur l'alcool, qui se déchaînent sur le fait de faire des choses extrêmes. Et le pire du pire, sans doute, enfin le pire, c'est moi qui porte un jugement là-dessus. Il n'y aura pas de jugement, évidemment, dans cette conférence par rapport au suicide. Mais pour moi, quitter le jeu de la vie, c'est quand même assez terrible. Et donc, plus haut taux de suicide au monde. Enfin, non, l'un des plus hauts taux. Donc, Chester, son héritage. On ne peut pas avoir peur du fait que les gens nous causent du tort ou nous blessent, parce que si on a peur de la vie, ben, on ne vivra jamais. Donc là, il y a un truc qui est relevé. On peut se dire que quelqu'un qui se suicide, il n'a aucune leçon à nous donner, mais en fait, il savait tout ça. Il savait les causes de la dépression et de la descente. Et il met bien le doigt sur quelque chose de très fort, c'est la peur. Donc il a, comme j'ai dit, apporté des contributions énormes au groupe dans l'écriture, avec notamment Numb, Crawling et In the End. 3 chansons, on va en écouter 2 sur ces 3-là, qui sont juste absolument géniales, mais si vous écoutez les paroles, vous sentez vraiment sa lutte contre la dépression, la souffrance, la mort, etc. Donc, cet album, on va se le faire, pas en entier, sinon je vous garde jusqu'à demain, mais on va commencer par ça. Maestro, Dieu le Père, est-ce que tu peux switcher sur mon ordinateur, s'il te plaît? Merci. Alors, hop, il faut que je fasse un truc. Il faut que je mette ça. Oui, c'est un grand oui? Vous me dites oui? Ah, j'aime quand vous me dites oui. Ah oui, il faut que je fasse un truc, je crois, c'est... Ça. Et normalement, on a le son. Normalement, on a le son, on n'a pas le son. Ah oui! Merci, merci. Non, je rigole. Tellement bien. T'as envie de se mettre un tarif, non? Steve, on annule ton truc et on va s'entraîner? Oui. Ouais. Bon. C'est leur messe, c'est pas faux. Papercut, donc. Dans Papercut, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, j'ai mis le français là. Toutes les slides, tout ça, vous aurez accès après les confs, dans les replays, vous savez, dans le parcours pédagogique dans lequel vous êtes rentré en achetant votre place. Vous aurez tout ça. Mais on voit bien à quel point il y a un dédoublement de personnalité, un truc sous la peau dans Papercut, avec cette paranoïa, ce stress, tourbillon dans la tête. Il faut que je reprenne la zapette. Et on en vient à ce genre de choses. Une phrase que m'a dit Pierre il y a un petit moment, mais qui m'est restée ancrée, qu'on peut se rappeler quand on écoute Papercut, c'est « Nos croyances déterminent notre champ des possibles ». Bon, je ne vais pas passer de la pommade sur mon ami, mais si vous ne le connaissez pas, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Pierre. Rapprochez-vous de ce monsieur, surtout voilà, dans les temps qui viennent. Donc, Papercut. Il ouvre une voie vers ce nouveau style de suicide que j'aimerais estampiller, pourquoi pas, un suicide paradigmatique. C'est-à-dire que si on reste comme Chester, qui a des bribes de réponse, puisqu'il nous parle de la peur, il nous parle de freins qui peuvent nous faire sombrer, peuvent nous faire couler, c'est qu'il a compris des choses,
Pourtant, il est passé à l'acte. Dans Papercut, il nous parle d'une voix intérieure, quelque chose en lui qui le ronge, des images, comme s'il était sans cesse jugé, vraiment comme un paranoïaque. Il me semble que ça, c'est un trait de caractère que l'on retrouve, c'est une caractéristique, pardon, que l'on retrouve chez nos contemporains, autour de nous, régulièrement. Et que finalement, les sources de cette angoisse et de cette dépression, c'est souvent par rapport à l'idée qu'on se fait des choses et l'idée qu'on se fait de soi-même. Donc le suicide paradigmatique, pour moi, c'est l'incapacité de changer de paradigme. On va voir ce que ça veut dire. Donc, c'était les grands philosophes. Je suis désolé que mon cher Nicolas Mercadier ne soit pas là, mais c'est la dédicace pour lui. Dans ce chef-d'œuvre qu'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, film d'Alain Chabat, il y a Cléopâtre qui parle à ses deux architectes. À mon beau-fils, c'est censé être l'architecte de la reine. Et numéro bis, c'est un petit architecte comme ça qui passe. Et donc, Cléopâtre a dit « À mon beau-fils, il faut changer l'eau des crocodiles car c'est une infection. » Il répond « Ah, mais je sens rien, moi. » Non, pourtant, j'ai installé l'évacuation des eaux usagées comme on fait tout le temps. C'est bien ça le problème avec vous, à mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, ben, on a tout le temps fait comme ça. Ça, là, il y a tout, en fait. Il y a tout, là. Si vous faites toujours comme ça, si vous faites toujours comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est mort, en fait. On rebouclera toujours. Vous ne pouvez pas changer de paradigme, vous ne pouvez pas faire le fameux pas de côté qui est complètement salvateur. Surtout pour la santé mentale. Donc, changer de paradigme, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot paradigme, c'est Thomas Kuhn, qui est un espèce de triptyque, concrètement, dans l'établissement de la méthode scientifique, avec Karl Popper et Feyerabend, qu'on verra après. Un paradigme et un changement de paradigme, dans son livre de 1962, Les structures des révolutions scientifiques, ça ressemble à ça. Il y a une science qui est normale, il y a l'adoption unanime d'un paradigme, puis des anomalies. Et les anomalies, quand elles sortent, déclenchent une crise chez les scientifiques, et il y a une science extraordinaire, quelque chose de nouveau, la naissance d'un nouveau paradigme qui peut advenir. Très concrètement, encore une fois, on ne va pas lire toute la slide, et vous l'aurez pour vous, mais c'est important que vous ayez son raisonnement. Il y a un cadre, le paradigme, c'est un cadre théorique et méthodologique accepté par une communauté scientifique. Ça comprend les théories, c'est-à-dire les modèles et les lois scientifiques qui expliquent les phénomènes, les méthodes, comment on va utiliser les techniques, les procédures pour mener des recherches, et les standards, c'est-à-dire les critères de ce qui constitue une recherche valide et significative. Cette science normale qui est là, au départ, là, c'est l'activité scientifique menée sous l'égide, comme un parapluie, c'est dessous, sous l'égide d'un paradigme dominant. Et ça se caractérise par la recherche de solutions à des problèmes précis à l'intérieur du cadre théorique établi. C'est-à-dire, on ne recherche pas des solutions ailleurs. On recherche des solutions pour ce qui se passe sous le parapluie. Vous savez, c'est le fameux conte soufi de Nasruddin qui cherche ses lunettes sous un réverbère. Il y a quelqu'un qui passe et dit « T'as perdu, qu'est-ce que tu cherches ?» Il dit « J'ai perdu mes lunettes. » Il dit « Tu les as perdues où ?»« Chez moi. » « Et pourquoi tu cherches là ?» Il dit « Parce que là, il y a plus de lumière. » C'est-à-dire, vous voyez bien que le cadre que vous posez sur les choses détermine votre manière de les rechercher. De rechercher quoi? Ce qu'il y a sous le cadre, dans le cadre. Et comment? Ce qui est déterminé par le cadre. Think outside the box dépend en fait de votre capacité à ne pas sombrer dans ce suicide du paradigme. Donc, l'accumulation de connaissances dans la science normale qui renforce et étende le paradigme, en fait, ça rassure la théorie, le cadre conceptuel de base. Et la résolution des énigmes, plutôt que la remise en question des fondements théoriques. C'est-à-dire, au lieu de se remettre en question, on valide ce qu'on a mis comme théorie. Les anomalies, c'est des observations ou des résultats qui ne peuvent être expliqués par le paradigme en vigueur. Bien que souvent ignorées ou considérées comme des erreurs expérimentales, elles peuvent s'accumuler au point de rendre le paradigme de plus en plus insoutenable. Okay. Donc, le fameux adage, c'est l'exception qui confirme la règle. Ah, vraiment? Vraiment? C'est jamais l'exception qui confirme la règle. L'exception, c'est une exception, c'est une anomalie. Si vous avez une exception, c'est qu'il faut remettre la règle en question. Okay. Si tout d'un coup, votre règle, le mètre que vous utilisez pour mesurer cette table, ne vous dit plus 100 cm,
il vous dit 102 cm, elle va vous dire, putain, là, ce truc-là, cet objet, c'est plus l'étalon que je dois utiliser pour mesurer. Parce que ça me dit n'importe quoi. OK ? La crise scientifique, c'est quand les anomalies donc, deviennent trop nombreuses, donc comme quoi, il n'y a pas d'exception qui confirme les règles, c'est des exceptions, il faut les prendre en compte. C'est ce que disait le professeur Raoult dans une de ses conférences, quand il prenait des nouveaux scientifiques, des gens, des thésards ou quoi, et qui lui demandaient « Qu'est-ce que je fais, professeur, comme nouvelle recherche pour trouver des choses intéressantes, nouvelles, qui n'ont pas été encore dites ?» Il disait « Fouille dans la poubelle. » Tout ce qu'on a jeté, tout ce qu'on a considéré qui ne rentrait pas dans notre cadre théorique, fouille dans la poubelle. La révolution scientifique, donc, c'est l'adoption d'une nouvelle théorie qui offre une meilleure explication des anomalies, une reconfiguration des méthodes et des standards de la communauté scientifique, un rejet du paradigme ancien au profit du nouveau. Okay. Donc, le changement de paradigme, c'est un changement radical de la vision du monde scientifique, une transformation complète. La manière dont les scientifiques voient et interprètent le monde d'une manière fondamentalement différente. Dit autrement, si vous êtes un marteau, vous voyez des clous partout, tous les problèmes sont des clous, et que changer de point de vue, c'est changer d'outil. Tout d'un coup, vous chopez une scie, vous chopez un tournevis, et vous vous rendez compte qu'il y a tout un monde en fait que vous n'avez pas exploité. Un exemple typique du changement de paradigme, c'est du passage de la physique newtonienne à la physique relativiste, donc le passage de Newton à Einstein. Et je vous propose, pour habiller ça, de lire les paroles de Crowling, deuxième musique, si tu peux, maestro. Hello, ma souris. Ah là. Donc, toi, on ne te veut plus. Vous êtes toujours là? Alors, si vous êtes là, si c'est oui. Ok. Hein? Ouais, c'est trop bien. On est d'accord. Peut-être le petit chouchoute, peut-être ma chouchoute, je sais pas. Mais je l'aime beaucoup. Donc, là, il y a vraiment quelque chose pour moi qui est très parlant en fait dans Crowling. C'est vraiment le truc rampant là. J'ai appelé ça la dualité rampante. C'est qu'on est persuadé que notre identité est cristallisée. C'est pour ça que j'ai écrit le bouddhisme là. Et que pour faire un pont avec ce que tu disais, Flo, dans ta conf, qu'on est tellement héritier en fait d'une certaine idéologie et philosophie qu'on va voir par la suite, que pour nous, on a toujours un réel à dévoiler par-delà les apparences. Comme pour trouver une réalité ultime, et que c'est pareil pour nous. C'est-à-dire on cristallise notre identité. Moi, Pierre Dufraisse, peut-être que dans mon imaginaire, je me vois comme quelque chose d'immuable. C'est quelqu'un qui fait des confs, voilà. C'est quelqu'un qui fait des bains froids, quelqu'un qui met des marcelles, qui a un bronzage de l'enfer. Voilà, peut-être que je cristallise des trucs. Mais en fait, tout ça, ça change. C'est-à-dire, il y a 10 ans, j'étais différent, je faisais pas de conf, j'avais pas de bronzage. D'accord, là j'ai mis des manches longues, donc ça veut pas dire, donc ça tombe à l'eau cette histoire. Et donc, dans l'impermanence, dont on nous a parlé Flo encore une fois, on rejoint des concepts du bouddhisme, que la souffrance, en fait, qu'on peut sortir ici, naît de la saisie du soi. C'est ce que vous allez voir avec Steve, entre autres, dans ses transmissions. Peut-être qu'il en parlera également par la suite, aujourd'hui ou pas. Mais en tout cas, on se rejoint tous les deux sur ce concept qui nous est très cher, l'illusion d'un soi qui serait permanent, d'une identité, et que comme on s'y raccroche mordicus, on l'attrape. Dès qu'il y a quelque chose qui menace ça, ça nous semble terrible. Ça semble être vraiment une menace. Et c'est ce qu'on lit partout dans Crowling. Rampant sous ma peau, ces blessures ne guériront jamais. La peur est ce qui entraîne la chute, confondant ce qui est réel. Je ne sais plus ce qui est réel. Par la peur, je sais ce qui est réel, c'est-à-dire par-delà les apparences, la vraie réalité, je ne sais plus ce que c'est. Pourtant, il faut que je la trouve. Il y a quelque chose qui est la vérité ultime. Il y a quelque chose en moi qui tire sous la surface. Parce que, encore une fois, sans doute que j'ai cristallisé une identité loin dans mon esprit, mais il y a quelque chose de cristallisé que je veux protéger. Ce manque de self-control, j'ai peur qu'il ne finisse jamais.
En contrôlant, je ne peux pas donner l'impression de me trouver à nouveau. C'est impossible de se trouver à nouveau. Mais on ne doit pas s'en être attristé. Si, comme disait Héraclite, un homme ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière, c'est impossible que je me trouve à nouveau comme j'étais par le passé. Mais ça, encore une fois, il ne faut pas en être triste. Il ne faut pas le déplorer. Il faut l'accepter concrètement. Ça rejoint ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure. Quand vous allez faire les bains froids, quand vous venez à cette conférence, quand vous allez être en interaction avec d'autres, coupez vos croyances. Qui vous pensez être? Parce que ce que vous allez trouver dans le froid, en fait, c'est ce que vous allez y amener. Eh bien, il y a lui. Il y a lui. Petite photo prise en Suisse. Il est où mon Dave? Ah, il est là. Petite photo prise en Suisse. Dans l'herbe. Il y avait Steve aussi. Parce que pour moi, quelqu'un qui ose sans peur, c'est David. Je pense que quand il vous a fait son petit speech tout à l'heure, où rien ne marchait, il s'en foutait complètement. Vous étiez là, vous n'étiez pas là. Sûr de lui, quoi. Il lance 300 entreprises par an, aucun problème. Ça, c'est quelqu'un qui ose sans peur. Allez-y dans les bains froids. Allez-y dans la structure de street workout, accompagné de Nico et Flo, qui sont des monstres. Allez-y sans peur. C'est ça que je vous invite à faire. Donc, évidemment, je rends hommage à mon frère. Donc, on va parler aussi de philosophie, bien entendu, et je vais essayer de vous proposer une interprétation de notre héritage philosophique qui, en fait, a donné naissance, selon certains auteurs, et je partage leur avis, c'est pas une vérité que je vous expose, c'est voilà, un courant de pensée qui interprète ça comme ça, qui a donné naissance, en fait, à cette dualité en Occident. Et c'est pour ça que j'ai parlé du bouddhisme, donc un côté Orient, qui en fait fi, en fait, ne le considère même pas. Pour eux, il n'y a pas de dualité. Okay. Et donc, un livre référent sur les mythes et les pensées chez les Grecs, c'est écrit par Jean-Pierre Vernant. La pensée rationnelle, dans le temps qu'elle s'inquiète de son avenir et qu'elle met en question ses principes, se tourne vers ses origines. Elle s'interroge sur son passé pour se situer, pour se comprendre historiquement. On se tourne vers notre héritage grec, comme tu as pu le faire, Flo, dans ta conf, c'est-à-dire, c'est quoi tout ça? C'est quoi cette histoire? Ben, je vais voir ce que disaient les Grecs. Et vous dites ça à un Jap, je m'en fous de ce que pensaient Marc Aurèle et Épictète. C'est pas mon bagage. Sans le savoir, on est avec un bagage culturel. Ici, ça s'impose à nous, que l'on l'étudie ou pas. Mais la manière de ne pas sombrer dans le suicide paradigmatique, c'est de l'étudier. Si on ne l'étudie pas, ça va s'imposer à notre style de pensée. Je vous demande de regarder cette phrase pendant un bon moment. Car la pensée et l'être sont la même chose. Regardez là, regardez là. Vous la répétez dans la tête. Et il va se passer quelque chose, c'est que petit à petit, ce que Michel Bitbol, dont je vais parler après, appelle un effet de scintillement, les termes pensée et être vont s'opposer. Parce qu'il y a un « et » au milieu, et qu'on les a juste nommés, et on fait naître la dualité ici. Pour certains auteurs, que je vais citer, dont Schrödinger et Michel Bitbol et d'autres, là, dans le fragmentoire de Parménide, naît la dualité en Occident. Car la pensée et l'être sont la même chose. Plus nous la lisons, plus nous la considérons, plus il se provoque ce que Bitbol, dans son essai « La clôture des représentations » a appelé un effet de scintillement. Voici sous nos yeux ce que beaucoup considèrent la naissance de la pensée occidentale, les approches dualistes et réductionnistes. Donc dualiste, ça veut dire ce que ça veut dire. Et réductionniste, ça veut dire qu'on va essayer de réduire les phénomènes à une cause première. On réduit. La pensée et l'être. Lequel doit être réduit à l'autre? Lequel donne naissance à l'autre? À partir du moment où vous avez deux termes, vous vous dites, c'est qui le plus fort? Pas entre l'éléphant et l'hippopotame, mais c'est qui donne naissance à l'autre? Ceux qui ont eu la ref, bravo. Et dans les termes plus philosophiques, c'est la naissance de l'idéalisme et du réalisme qui sont les deux grandes branches de la philosophie occidentale. Réalisme d'un côté, idéalisme de l'autre. Plus on regarde ces phrases, plus les deux termes de pensée et d'être s'opposent, tels des aimants qui se repousseraient. On n'a plus moyen de les réconcilier. Alors qu'un pratiquant bouddhiste, vous lui dites la pensée et l'être, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais on parle du même chose. C'est comme si tu me disais, c'est quoi la différence entre le corps et l'esprit? Eux, ils disent corps-esprit. Il n'y a pas de dualité. Okay. Telles les deux faces de Janus, donc la divinité là que vous avez ici, l'idéalisme
propose une absorption de l'être par le pensée, et le réalisme, c'est l'inverse, c'est l'absorption du pensée par l'être. En gros, en philosophie, pour les idéalistes qui sont représentés par Platon, Kant ou Hegel, la réalité, eh bien, l'idéalisme, pour la nature de la réalité, l'idéalisme soutient que la réalité est fondamentalement mentale ou spirituelle. La réalité, c'est les idées. Okay. Selon cette perspective, ce que nous percevons comme la réalité physique n'est qu'une manifestation ou une projection de l'esprit. Okay. Ça, c'est projeté de notre esprit. Ce que je perçois là, de vous qui êtes là, etc. Ça sort de mon esprit. Okay. Ça, c'est la réalité. En termes de perception, la perception humaine joue un rôle crucial dans la formation de la réalité, donc c'est bien ce que je viens de dire. Et la réalité objective, donc en dehors de mon appréciation personnelle, la réalité objective n'existe pas indépendamment de l'esprit percevant. C'est toujours un esprit qui perçoit, il n'y a pas de réalité objective. Le réaliste, au contraire, il soutient que la réalité existe indépendamment de nous, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne regarde pas cette table ou ce bol que ça n'existe pas. Et le fait que je le regarde, ça ne change pas le fait qu'il soit là. La réalité est extérieure à l'esprit humain. Les objets ont une existence en dehors de la perception humaine, et les principaux représentants, c'est Aristote, Thomas d'Aquin, entre autres. Donc, fight. Qui va gagner? Okay. Le combat entre les deux, en termes de connaissance, donc en épistémologie, qui est l'étude de la connaissance, pour un idéaliste, la connaissance est souvent vue comme une construction de l'esprit. Les idées ou les concepts sont primordiaux pour comprendre la réalité. Et la subjectivité, l'accent est mis sur la subjectivité et le rôle actif de l'esprit dans la formation des connaissances. Okay. Encore une fois, c'est première main pour l'idéaliste, première personne. Le réaliste, pour lui, la connaissance, c'est une découverte des faits. Donc, on découvre, on enlève les voiles, on découvre des faits, on découvre des choses, on découvre une vérité objective qui existe indépendamment de l'esprit. Et donc l'objectivité, hein, c'est ça sur quoi met l'accent le réaliste, c'est sur la capacité de l'esprit à connaître une réalité indépendante. Comment on sort ce dualiste? Parce que ça, sans qu'on s'en rende compte, ça s'est imposé à nous. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, chez vous, dans nos cerveaux, quand on est en France, entre autres, sortir de ce paradigme-là, casser ce paradigme, sortir du dualisme, de la permanence de l'être, et l'illusion du paraître versus vision dynamique. C'est ça que proposent ces deux auteurs dans l'Arbre de la connaissance, Francisco Varela et Umberto Maturana, dont j'ai souvent parlé, notamment l'année dernière dans cette conférence, enfin dans cet événement, où ils essayent vraiment de dire c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est ni, comme on va le voir après. Il n'y a pas d'une permanence de l'être et une illusion du paraître. L'Arbre de la connaissance, dans cet ouvrage-là, propose une vision radicalement nouvelle de la biologie et de la cognition, donc c'est-à-dire la science de l'esprit, intégrant les processus biologiques et cognitifs dans une perspective unifiée, c'est-à-dire les processus biologiques qui se passent en nous. Et cognitif, l'être, c'est-à-dire ce que nous, quand on parle de l'être, c'est-à-dire l'ontologie, qu'on parle de l'être, on pense à la matière, on pense à ce qui est devant nous, ça est, la table est, je suis. On pense à ce qu'on peut toucher, cet être-là. Et le monde des esprits, c'est unifié dans un processus qui est dynamique. Il montre que la vie et la cognition sont inextricablement liées et que comprendre cette relation peut transformer notre vision du monde et de nous-mêmes. Toutes les paroles de Crowley, toutes les paroles de Linkin Park que vous avez vues avant, racontent cette dualité, cet affrontement. Mais qui je suis? Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi il y a le monde et moi? Pourquoi c'est injuste? Pourquoi je souffre? Ça raconte cette dualité, c'est l'histoire de cette dualité, et ils souffrent de cette dualité. Leur travail a influencé de nombreux domaines, donc incitant à une reconsidération des fondements même de la connaissance et de l'existence. Et il y avait un petit bonhomme sur la fresque de Raphaël, qui était ni Diogène, ni Platon, ni Aristote, ni celui qui montrait le monde de l'esprit, ni celui qui montrait le matérialisme de la Terre. C'était Héraclite, philosophe du devenir, qui était on l'oppose souvent, même si à mon avis, on a tellement que des fragments de ces gens-là qu'on interprète tout ça. Ces interprétations, bien sûr. Mais Héraclite, lui, c'était pas le philosophe de l'être comme était Parménide. Parménide, on disait bien, c'était le philosophe de l'être, comme je vous l'ai dit, et le penser et l'être. Lui, c'était le devenir, c'est-à-dire, ça bouge tout le temps, les gars. Ça bouge tout le temps. Et il était sur les marches, là, représentées par Raphaël, en train de bouder, quoi. Vous m'emmerdez, là. Vous êtes les superstars, là. Moi, j'ai un truc à dire aussi. Et dans le devenir, dans le philosophe du devenir, il y a toujours un point aveugle.
celui du devenant. C'est-à-dire que dans le devenir, à partir du moment où on parle du devenir, c'est qu'il y a un acteur actif qui devient, un truc dynamique qui bouge. Et que ça, on ne considère plus. On essaye de parler de la nature de l'être. Parménide, il voulait voir la nature, la vraie réelle, la vraie réalité. Chercher, c'est des phrases que j'ai mis en blanc qui ne se voient pas trop là. Chercher le stable derrière l'instable, hein, fouiller l'être, trouver la vraie réalité, trouver l'être caché derrière le non-être, dévoiler l'essence sous l'apparence. On est voilé, ça voile. C'est-à-dire, non, c'est juste que ça devient, ça bouge tout le temps. On s'accroche un peu encore. Après, je vous remets de la musique. Ok ? Le côté technique, il va... Bon, non, en fait, ça va jusqu'à la fin. Je dis n'importe quoi. Accrochez-vous jusqu'à la fin. Point barre. L'analyse de Michel Bidbol, de l'ouvrage de Schrödinger dont je vous ai parlé, qui s'appelle « La nature et les Grecs », où il reprend... Schrödinger, pareil, il pose les bases. C'est un des pères fondateurs de la physique quantique. Il pose les bases. Et longtemps après, il va se faire une bibliothèque de penseurs grecs. Et Bidbol se dit, mais pourquoi quelqu'un qui a posé les bases d'une nouvelle physique se met à lire tous les Grecs d'un coup et qui se prend une bibliothèque énorme? Pourquoi il va trouver des réponses 20 siècles plus tôt? Et Bidbol, donc, il en a fait une critique du livre de Schrödinger qui s'appelle « La nature et les Grecs ». Je l'ai dans le sac, si vous voulez. Il est magnifique, ce livre. Il me quitte rarement. Et pour ce qui concerne la notion de clôture, on va parler de ces trois grands aspects qui sont écrits en bleu. L'auteur, donc Bidbol, la retrouve chez Schrödinger lui-même, qui parle de la tentative de la religion de clore la représentation. Donc la pensée de Schrödinger se structure autour de trois concepts, le silence, la clôture et l'ouverture. Silence, clôture, ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire? Tentative de la religion de clore la représentation, c'est de faire une clôture, dire que la zone d'ombre dont je vous ai parlé, le point aveugle, d'être un individu incarné, en devenir. Ce que reproche Schrödinger, c'est que ce point aveugle-là, cette zone d'ombre, ce silence, la religion, ils veulent le couvrir par une divinité. Un dieu, plusieurs dieux, peu importe. Comme si ce silence-là, cette zone d'ombre, ce qu'on ne connaît pas, était source d'angoisse. Hein? Comme Chester qui regarde sous sa peau et qui sent qu'il y a un truc qu'il ne comprend pas, ça l'angoisse. Parce que rien ne devrait être pas dévoilé. On devrait pouvoir dévoiler tout, la vraie réalité. C'est-à-dire mettre fin à la quête indéfinie de la connaissance scientifique en apportant des réponses définitives à ces questions. Ça remet en cause l'idée qu'on se fait souvent de la science, c'est-à-dire quelque chose qui apporte des réponses. La science, c'est quelque chose qui apporte des bonnes questions. Pas là pour répondre. Et ça, c'est la source des angoisses et des peurs qu'on peut voir, que vous verrez partout autour de nous. Michel Bidbol insiste sur cette conception de la science dont le geste fondateur est précisément l'ouverture comme incomplétude obstinée d'une science en développement infini. Au lieu de voir un manque à combler, une zone d'ombre il faudrait y mettre un dieu qui explique en fait pourquoi l'univers est cohérent, en fait c'est une ouverture. Cette incomplétude obstinée d'une science en développement indéfini, c'est ce qui nous caractérise et c'est ça qui nous pousse à toujours chercher. Donc il faut le cultiver ça, il faut en être content. Et cette ouverture, ce développement indéfini, qui ne peut s'arrêter à des réponses définitives, pouvant toujours être mises à l'épreuve du doute, et qui surtout préfère laisser certaines questions en suspens plutôt que de donner de réponses non fondées aux questions qu'elles se posent. Cette ouverture est selon Bidbol une forme de silence. Ça rejoint évidemment beaucoup de choses qui ont été dites autour du silence dans ta conflo et précédemment ce matin. Dans la mesure où l'ouverture face à l'inconnu, acceptée comme telle, impose le silence face aux éléments incompréhensibles qui surgissent dans son champ plutôt qu'une parole fausse. Bon, la phrase, elle fait 3 lignes, c'est infernal. Restez là. Quand vous rentrez dans l'eau froide avec Léo, il y a 1 milliard de choses que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Il vous l'a dit, Léo. Contrôlez pas. Soufflez, respirez. Mettez le focus sur une seule chose, l'expire. Si vous n'acceptez pas ça, et que vous voulez tout contrôler, vous n'allez jamais accepter que le froid, ça fasse froid, grosso modo. Vous allez prendre peur, vous allez vouloir sortir. Tout de suite. Cette acceptation de notre incomplétude, notamment dans notre façon d'absorber de la connaissance, pour moi, c'est la clé de ne jamais sombrer dans la vie, ni dans l'angoisse, ni dans la peur, ni dans la dépression, et évidemment pas dans le suicide. Donc l'ouverture de la science face au réel est donc une ouverture silencieuse.
Et c'est ça les images. Alors ça, pour ceux qui connaissent, c'est un fromage. Caprice des dieux. Mais c'est un peu le caprice des dieux, c'est-à-dire, oh là, j'ai plus de retour ici. Ah, non, bon, c'est pas grave. Là, c'est l'autre écran, c'est l'écran de mon ordinateur. Ok, merci. Donc oui, le silence de cette ouverture ne se limite pas à la seconde variété du silence. Ça, je l'ai lu à une certaine personne hier, une phrase que j'aime beaucoup. Accrochez-vous, elle est terrible. Toutefois, le silence de cette ouverture ne se limite pas à cette seconde variété du silence, celle qui est placée face à son double originaire, à l'intersection des lignes de fuite du processus de connaissance qui en est issu. Ouais. Non mais, Michel Bitbol, c'est l'une des plus belles plumes au monde. J'ai pas peur de le dire. J'adore cet auteur parce qu'il écrit, voilà, c'est incroyable. Ce que ça veut dire, ce silence originaire est celui qui porte sur le sujet connaissant, qui est mis à l'écart. Héraclite nous a dit, c'est bien beau, Aristote, tout ce que vous dites, et Platon, là, c'est super. La vérité, les apparences, etc., d'accord, l'être. Mais à chaque fois, vous oubliez qu'il y a une personne incarnée qui vit tout ça. À chaque fois, vous oubliez que, parce que c'est moi, j'ai forcément une lacune, un point aveugle dans ce que je suis en train de considérer du monde, que je ne prends pas en considération moi-même qui suis incarné dedans. Donc, le silence entouré, c'est notre incomplétude, née du point aveugle du sujet pensant, et le silence entouré, je trouve que c'est une très belle métaphore, c'est-à-dire ce que l'on apprend du monde s'inscrit autour d'un silence, d'une zone d'ombre. Et pour ceux qui pratiquent, peu importe, Jack le crossfit, peu importe, chacun dans vos pratiques, Slim le mouvement. Si vous leur demandez, le crossfit, tu maîtrises? C'est maîtrise, je suis un petit joueur. Crossfit, plus j'en apprends, moins je sais. Slim, tu maîtrises le mouvement avec un grand M, vous rigolez ou quoi? Plus je creuse, plus je me rends compte que dans la montagne, il y a des tunnels, etc. C'est infini. Plus j'en apprends, moins je sais. Donc plus j'en apprends, plus la zone d'ombre, elle grossit. Ce que j'apprends s'inscrit autour de la zone d'ombre. Et n'est surtout pas là pour la combler. Surtout pas là pour nous inquiéter. Voilà. L'ouverture, c'est la démarche scientifique. J'ai mis un Enso, vous savez, les cercles japonais qui ne sont pas fermés, qui sont ouverts, qui laissent la perspective, qui laissent l'ouverture. Et la clôture, donc, tentative religieuse, c'est-à-dire, non, le silence, là, non, j'en veux pas. Là, je mets Dieu. Je mets Dieu là-dessus. Parce que ça m'angoisse, en fait, de ne pas savoir. Je ne sais pas si ça marche sur un grand écran. C'est l'expérience de l'angle mort du système visuel, mais ça marche terriblement bien pour exprimer ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans notre système visuel, on a un angle mort. Si vous fermez l'œil droit et vous regardez le signe plus, donc on ferme l'œil droit, on regarde le signe plus, vous rapprochez lentement de l'écran, vous ne pouvez pas le faire, peut-être que vous approchez la tête, à un moment, le rond noir va disparaître. À un moment, vous ne voyez plus le rond noir. Donc ça prouve bien que le fait même d'être incarné dans le monde me rend par essence incomplet. Il y a une incomplétude. Oula, passé trop vite. Et évidemment, Escher, donc, en représentation sur ce t-shirt qui m'a été offert par une femme merveilleuse, vous avez là l'expression de ce grand artiste, donc Escher, qui a tenté, par une peinture, d'exprimer ce point aveugle et cette incomplétude qui rend en fait le monde cohérent pour nous. C'est-à-dire, vous voyez bien que c'est le bordel dans ce tableau-là. Il y a lui, là, qui regarde un tableau. Comme s'il était dans une galerie de tableaux. Okay, mais la fenêtre, qui nous permet de voir la scène, et tout d'un coup, c'est une espèce de rivage, avec des bâtiments, qui redeviennent la galerie après. Puis les bâtiments se transforment, on a l'impression que c'est des balcons, en galerie, et que si jamais on avait comblé ce silence-là, rien ne ferait sens. Là, il faudrait faire une jonction pour expliquer comment on passe de ça à ça. Le fait de laisser un blanc permet la cohérence du tout. C'est notre point aveugle. Et il a fait exprès de signer au centre pour dire c'est ça qui est important en fait. C'est ça qui est beau. L'incomplétude. J'adore cet artiste. Pour citer autre chose, un manga, Katsu de Adachi, grande référence. C'est pour les Pou-un-tar. Pou, plus loin, un gros 1, et après très tard. Pou-un-tar. Ceux qui connaissent. Mais franchement, lisez-le. Magnifique manga de boxe.
Et le professeur dit à la classe, abusez du brouillon, votre inachèvement est votre meilleure arme. Cherchez pas à faire les choses parfaitement. Quand vous allez faire ce congrès-là, ne vous mettez pas la pression. Putain, il faut que je fasse leur messe avec des espèces d'animaux là qui font trucs de ouf. Jamais de la vie. Allez chercher vous-même. Allez apprendre à lire votre propre mode d'emploi. Allez voir les zones d'ombre. Sans en avoir peur, sans jugement. Parce que cette incomplétude, le brouillon, le fait de faire des ratures et de réessayer, etc., c'est ce que vous a fait Slim ce matin au mouvement. J'échoue, je vois où j'ai ma zone d'ombre. Et en faisant ça, j'augmente ce qui s'inscrit autour de la zone d'ombre et du silence. Okay. Ça ne doit pas faire peur, ça ne doit pas être frustrant. Enfin, la frustration, elle va naître de toute façon. Mais pas au point de ne plus y revenir. Il faut cultiver ça. Et les grands, ils cultivent ça. Donc Rowling, pour rattacher les wagons avec Linkin Park, quand j'essaie de contrôler, je ne peux pas donner l'impression de me trouver de nouveau. Quand j'essaie de contrôler tout ça, non, pas de zone d'ombre. On perçoit que l'introspection est ce qu'elle révèle, notre incomplétude, quand je regarde à l'intérieur et que je vois que c'est incomplet, peut être source d'angoisse dans le paradigme de la permanence de l'être, au détriment de celui du devenir. Si je reste dans le paradigme de Parménide et de l'être à dévoiler, à chaque fois que je ne vais pas le trouver à l'intérieur, ça va m'angoisser. Et merde, je ne trouve pas encore l'identité vraie de qui est Pierre Dufraisse. Ah, je n'ai pas trouvé encore. Merde. Le vrai truc, quoi, le vrai Pierre. Ça m'angoisse. Mais non, c'est en devenir. Et c'est incomplet en plus. La peur est ce qui entraîne la chute, confondant ce qui est réel. D'où vient cette peur ressentie depuis l'intérieur? Celle qui est la cause de la chute. C'est la confusion de ce à quoi nous avons accès. Non pas au réel, tel qu'il serait en essence, mais à notre propre interprétation, qui est lacunaire par nature. Ce qu'avait dit, pour faire une petite bifurcation depuis le monde de la biologie, mais on y retournera après, vers la physique quantique, comme Flo, je vais y aller avec beaucoup d'humilité. Parce que comme disait Feynman, si vous avez compris la physique quantique, c'est que vous n'avez pas compris la physique quantique. On doit se souvenir que ce que nous observons, ce n'est pas la nature elle-même, mais la nature exposée à notre manière de questionnement, la manière de la questionner. Ce n'est pas la nature elle-même, c'est encore une fois le cadre sous lequel le paradigme qu'on a installé, donc le cadre conceptuel. Niels Bohr, pour le citer, la physique ne nous renseigne pas sur la nature, elle nous dit seulement ce que nous pouvons dire de la nature. C'est toujours remettre la perspective que c'est une personne qui est en train de parler. Il y a quelque chose, le fait même que vous soyez un observateur, ben vous êtes acteur. C'est confondre la carte avec le GPS. Le GPS, il dit des choses, d'accord, mais c'est pas la nature. Okay. Ça donne des indications. Heisenberg avait établi la révolution conceptuelle de la physique microscopique qui répondait à des lois probabilistes. Pour Einstein, cet aspect probabiliste résultait directement de l'incomplétude de la théorie quantique. Et qu'en comblant ce silence, si on arrivait à combler le silence, comme si le tableau d'Escher, je le bouchais, ou cette zone d'ombre de notre savoir donc, nous aurions accès au réel, à la nature profonde des choses et des phénomènes. Et Bohr, au contraire, il pensait que l'aspect probabiliste et l'incertitude, donc, étaient une caractéristique propre de cette physique quantique microscopique. Pour continuer dans la physique quantique et vous exposer, voilà, l'important c'est de vous donner des billes qui vous donnent la curiosité d'aller fouiller là-dedans. Carlo Rovelli, qui est qui est un de nos contemporains, physicien évidemment éminent, en physique quantique entre autres. Le monde se fragmente en un jeu de points de vue qui n'admet pas une vision globale unique. Alors déjà, ça pose les bases, ça. C'est un monde de perspectives, de manifestations, et non pas d'entités ayant des propriétés définies, ni de faits univoques. C'est-à-dire, il n'y a pas de propriété par le... L'alimentation anti-inflammatoire, monsieur. Je vais laisser un message il y a peu de temps, et j'ai pas pris le temps d'y répondre. Par rapport à l'alimentation anti-inflammatoire, et voilà, qu'est-ce que seraient les grands oubliés de ça, les molécules les plus inflammatoires, etc. Les aliments qui pourraient provoquer le plus d'inflammation, mais l'inflammation, quand on dit qu'un aliment est pro-inflammatoire, l'aliment, il n'a rien demandé à personne. Il est là, c'est l'aliment. Le truc pro-inflammatoire n'existe pas dans l'aliment. Il existe dans la relation, dans ce qui va se passer quand vous allez l'ingérer et les réactions. C'est pour ça que tout ça, c'est individualisé.
Mais vous voyez bien comment le logiciel est installé, surtout dans le monde de la nutrition. Ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bien, les haricots non, la viande oui. Vous voyez bien, on prête aux choses des propriétés qu'elles n'ont pas en essence. Elles les acquièrent dans notre interaction avec. Et le monde de la physique quantique, entre autres, dans cette parabole, hein, je tisse des liens évidemment, c'est à gros traits, mais Carlo Rovelli nous dit bien que les propriétés ne vivent pas dans les objets, elles sont des ponts entre les objets. Cette prise de position permet la résolution des principaux paradoxes de la physique quantique. Aucune détermination d'un système d'objets n'est prédéfinie. Et voilà, rendre hommage à un autre frère. Le bain, pardon, n'est pas froid par essence. Le froid est relatif à ma propre perception. Hein, Léo, il rentre dans un bain, il va me dire « Ouais, c'est tiède ». Moi, je rentre, waouh, c'est froid quand même. Il a fait des milliers de bains de plus que moi. Normal qu'on ait une appréciation du froid qui soit différente, on est tous d'accord. Okay. Chris Fuchs. Après, physique quantique, c'est fini. Mais pour vous donner des interprétations de la physique quantique, parce que la mécanique quantique, ça marche terriblement bien, avec une grande précision, mais les interprétations qu'on peut en faire sont pléthoriques. Jacques Pinard. Qu'est-ce que la physique quantique, la mécanique quantique nous dit à propos de la réalité? Cette question, c'est ce qui m'a fait commencer la physique. Et maintenant, après 10 ans d'études, un PhD, c'est quoi? C'est master? Non, c'est doctorat. Un doctorat et 3 post-docs, je peux enfin dire que j'en ai aucune idée. Et Fuchs, donc, qui est avec, on va voir le cubisme par après, mais à cette interprétation-là que j'aime beaucoup, la mécanique quantique est une théorie qui ne porte ni sur les observables, c'est-à-dire ni sur ce que j'observe, ni sur les êtres hables, c'est-à-dire des trucs qui peuvent être des êtres, mais sur les ding hables, vous savez, quand on secoue une cloche. C'est comme si Beatball utilise le terme de sondeur. Vous envoyez, quand vous êtes à l'avant d'un bateau, vous envoyez une pierre dans l'eau avec une corde pour sonder l'eau et avoir un retour sensoriel. Ça touche le fond, on dit « Ah ouais, ça fait à peu près 25 coudées, il reste tant de fond ». On sonde le monde en envoyant une pierre, quelque chose, un acte, et on attend le ding. Et selon ce ding, on l'interprète, le sens que l'on fait du monde. Nous frappons une cloche d'un toucher délicat et nous entendons un joli tintement. Je ne vois ni la cloche, je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne peux pas dire la cloche elle est comme ça, de telle couleur, etc. Ce qu'on s'évertue, ce qu'on fait tous les jours en fait. Et le bain il est froid. Bah ouais, le bain il est froid. Non, j'ai perçu le bain comme étant froid. Moi j'ai fait ce dessin en lisant ça, d'un forgeron. Ça m'a été inspiré évidemment par le livre de David Elbaz, La plus belle ruse de la lumière, qui nous dit bien de la même chose en astrophysique. Seule chose que l'on a en fait de visuel, c'est les photons qui arrivent à notre rétine. Okay. Et que cette lumière-là, c'est la meilleure ruse de la nature pour créer de l'entropie. Bon, bref, pour cristalliser la matière, pour que la matière prenne place. Et que la lumière qui s'en échappe, c'est juste ce qu'on voit. Donc c'est comme si vous passiez à côté d'une forge, qu'il y a un forgeron qui est en train de forger, mais vous ne voyez pas ce qu'il forge. Vous voyez juste les étincelles qui en sortent. Okay. La nature crée la matière comme ça, et nous on voit juste la lumière. C'est une très belle image pour nous demander, mais à quoi avons-nous véritablement accès? Pas au monde, mais à ce que nous pouvons en dire seulement. Bernard d'Espagna, grand monsieur également, qui a formé, pour ceux qui connaissent donc, entre autres, qui a été le mentor d'Étienne Klein, de Jean Stone, et de beaucoup d'autres. Il utilise l'arc-en-ciel pour exprimer ça. Un arc-en-ciel, est-ce que ça existe ou n'existe pas? La première fois que vous voyez un arc-en-ciel, vous êtes enfant, vous dites « Ah, waouh !» Vous allez voir le pied de l'arc-en-ciel, quoi, là où ça commence. Et plus vous avancez, plus ça recule. Vous allez dire « Ah, c'est une illusion, en fait, ce truc, ça n'existe pas. » Et puis vos parents, ils vous disent « Si, ça existe. En fait, il faut qu'il y ait de l'eau et de la lumière, j'ai fait une diffraction, etc. » Donc ça existe ou ça n'existe pas? Ça dépend de la place de l'observateur, déjà. Ça dépend toujours, en fait, de la place de l'observateur. Et le cubisme, avec donc Michel Beatball, que j'ai cité plusieurs fois dans son interprétation de Parménide, qui est une interprétation donc, de la physique quantique qui rejoint beaucoup de choses de ce qu'on vient de dire. Donc ça débouche sur une philosophie de la connaissance et de notre situation étonnamment proche de celle des phénoménologies de l'incarnation. Donc par rapport à la conférence de Flo également. Selon l'idée neuve de la connaissance, l'être ne se présente pas à nous comme un unique objet à voir. Ce sont au contraire nos multiples visions
qui naissent du cœur éprouvé de l'être. Vous êtes toujours là? Ça va la digestion? Bon. Restez un petit peu accrochés. Selon l'idée neuve de notre situation, nous ne sommes ni des contemplateurs. Je ne suis pas un contemplateur, ok. Je ne suis pas quelqu'un qui observe. Ni des parties du monde, non plus. Nous sommes, ça va plaire à Slim, nous sommes le mouvement même par lequel un monde s'auto-objective. Donc, il faut revenir à ce qui est. Le photographe d'un grand talent était très fier ce jour-là, de prendre le frère à Kamakura, au Japon. Puis c'est ce que vous allez expérimenter juste derrière cette conférence. Que le niveau ultime de réalité, finalement, c'est celui qu'on trouve en amont de toute perception, des choses qui sont là, le socle. Et que la méditation, les méditants, cette activité-là, voilà, pratique de la méditation, semble être, il faut utiliser du conditionnel partout, semble être un moyen pour pouvoir avoir accès à quelque chose qui, au quotidien, nous échappe. C'est-à-dire l'expérience pure. On essaie toujours de placer des mots pour la décrire, on essaie de parler de conscience, mais quand je vous parle de conscience, je vous envoie dans un autre monde que l'expérimentation même de la conscience, c'est le bordel. Bordel. Il faut faire silence, il faut être guidé. Et c'est pas pour rien que Michel Bitbol, dont j'ai cité plusieurs fois, le nom Varela, etc., sont rapprochés du Dalai Lama pour la pratique méditative, pour comprendre comment la biologie, enfin, avoir des nouvelles clés de réponse. Reprenons un petit peu les chairs. Théorie de l'identité et du changement de paradigme. Je suis combien comment au niveau du timing, là? Il me reste 20 minutes? Comment? Ça fait 1 heure. Okay. Bon. Accrochez-vous. On part du côté des sciences cognitives. Ça va? Matt, c'est bon, t'as fini ta sieste? Bon. Les neurones sont encore là. Après, on va écouter encore un peu de musique. Promis, après, on fait un break de musique. Pour moi, ce qui freine le plus, donc, naissance de la dualité, on cherche en nous des trucs qui peut-être n'existent pas, mais en tout cas, ça nous fout une angoisse pas possible de ne pas combler certains silences et certaines zones d'ombre. Ça nous angoisse, c'est la dépression. Ok. Mais je ne suis pas le premier à raconter ça. Je ne suis pas le premier à chercher cette sensation de l'identité. Je suis évidemment pas le premier. Donc, beaucoup de gens sont intéressés aux sciences de l'esprit, aux sciences cognitives. Donc, au début du XXe siècle, la seule stratégie disponible pour inclure l'esprit dans le domaine des sciences, c'est-à-dire mettre l'esprit dans le domaine des sciences, donc dans le domaine des sciences de la nature, pardon, consistait à en éliminer le concept de l'esprit, en faveur des manifestations externes des comportements. C'est-à-dire, j'élimine l'esprit, je regarde juste les comportements que ça procure. Au nom de cette apparente nécessité, John Watson, qui est là, fondateur du behaviorisme, se montrait sévère vis-à-vis des concepts mentalistes et spécialement de celui de conscience. Alors ça peut pas être ton ami, mon Steve. La conscience, écrivait-il, n'est rien d'autre que l'âme de la théologie. Autrement dit, croire et étudier la conscience nous ferait entrer en religion. C'est aïe. Alors encore pire, dans la mesure où un énoncé de sensation est en rapport sur quelque chose, ce quelque chose est en fait un processus cérébral. Les sensations ne sont rien au-dessus et au-delà des processus cérébraux. Attitude réductionniste, c'est-à-dire il y a des sensations, il y a des pensées, et bien ça doit être réduit à l'activité de certains neurones. L'activité cérébrale. En fait, la conscience, l'esprit, ça sort du cerveau. Point barre. Donc, le behaviorisme et la théorie de l'identité considèrent que les processus mentaux sont coextensifs à un processus physico-physiologique, le comportement gestuel pour donc, le behaviorisme, et la dynamique neuronale pour le second. On réduit. On part toujours de la dualité. Il y a toujours corps-esprit, il y a toujours l'esprit et la matière, il y a toujours la conscience et le cerveau. Toujours du dualisme. Et on essaye de réduire, de prouver, de montrer un truc causal voilà, qui va enchaîner des conséquences. Les deux théories ont en somme une vision à la fois statique, fondationaliste, c'est-à-dire on cherche les fondements chaque fois au processus. Pour la conscience et l'esprit, ça doit être le cerveau, ça doit être la matière qui donne naissance à l'esprit. Okay. Vous voyez bien, si vous vous souvenez du début, Parménide, Héraclite, tout le monde qui est derrière en fait tout ça. Hein. Et que sans doute vous tenez ce discours avec un pratiquant du bouddhisme, il dit mais je comprends rien à ce que tu me racontes là, c'est quoi ce charabia quoi. Donc, les deux théories, donc statique, fondationaliste et asymétrique, du rapport entre le domaine physico-physiologique et le domaine mental.
Mon avis personnel. Avis personnel, mais il fallait que je cite évidemment ce grand chercheur du goût. C'est de la merde. C'est David Chalmers, j'ai mis cette image-là parce qu'il était assez rock'n'roll, mais il a dit des choses très bien aussi, mais c'est juste que ce qu'il a posé comme le problème difficile de la conscience, les interprétations qu'on en a faites, pour moi, dérivent encore une fois de cette approche très duelle, etc. Mais bref, c'est tellement de là, vous avez compris, que nous baignons encore dans cette approche dualiste, réductionniste et déterministe, qui a donné naissance à la fameuse interrogation de Chalmers, the hard problem, c'est-à-dire le problème difficile de la conscience, c'est comment ça se fait que quelque chose qui ne soit pas matériel, c'est-à-dire la conscience, l'esprit, tout ça, tout ce qui sort de nos idées, sort d'une bonne crânienne qui, elle, est matérialisée. C'est-à-dire, voilà, c'est concret, quoi, il y a un cerveau. Comment ça se fait que ça donne naissance à un truc qui n'est pas matériel? Problème difficile. Et la question que je pose, et je ne suis pas le seul, c'est pas j'ai inventé un truc, j'ai découvert. Non, il y a beaucoup de chercheurs qui posent cette question-là, dont Bitbol, dont d'autres, tous ceux que j'ai cités et qui pensaient à cette chose-là depuis des siècles et des siècles. Hein. Et si nous devions réaliser le même changement paradigmatique en sciences cognitives, qu'en physique quantique, qu'en épistémologie et qu'en philosophie, pour sortir des paradoxes? Admettre que l'être est un système dynamique, Héraclite, un philosophe du devenir, admettre que l'être est un système dynamique co-engendré avec son environnement. Not one, not two, c'est le titre d'un livre de Varela, qui utilise la double négation en fait. Il ne dit pas ce que ça est. Il dit juste c'est ni ça, ni un, ni deux. C'est parce que si tu dis un, comme tu es incarné, tu fais naître la dualité. Tu dis ça, c'est. Voilà, il y a l'unité, ouais, mais tu es bien quelqu'un qui est en train de le dire. Donc en disant un, tu fais naître le deux, la dualité. Et c'est pas la dualité, donc c'est pas two non plus. Not one, not two. Pour citer un autre philosophe que j'aime beaucoup, Wittgenstein, qui a beaucoup travaillé sur le langage, mais pas que, beaucoup d'auteurs en sont venus à prendre Wittgenstein pour un behavioriste, donc qui explique par les comportements, et Varela pour un défenseur de la théorie de l'entité, donc qui va, parce qu'il était biologiste, expliquer certains processus neuronaux. Il y a une mauvaise interprétation qui dit qu'eux pourraient être défenseurs de ces deux doctrines, mais c'est qu'ils n'ont pas suffisamment accordé d'importance au fait que, par-delà les similitudes formelles de certains de leurs énoncés avec les théories, Varela, aussi bien que Wittgenstein, avait au contraire une conception dynamique, anti-fondationaliste et symétrique du rapport entre le corps et le mental. Il y a une symétrie dans le corps et le mental. Il n'y a pas de un et l'autre. C'est-à-dire c'est les deux faces d'une même pièce qui interagissent entre les deux. Toutes les deux. Varela, pour petit point sur la biologie, par rapport à ce concept d'identité, a développé donc le concept d'autopoïèse qui est là. Les systèmes vivants ont en commun la capacité de conserver leur identité. Le mot est fort, là, le mot est lâché. Conserver leur identité, c'est-à-dire l'idée que vous êtes vous, là, serait directement corrélé en fait à cet aspect de la biologie. Donc on arrive à garder notre sensation d'identité malgré les fluctuations imprévues qui les affectent, le monde qui change, au travers de processus autonomes, du processus autonome de maintien de leur organisation, tout en étant le siège de changements radicaux constants. Ça change tout le temps, mais c'est le siège des processus qui maintient leur propre organisation. Okay. C'est ce que Maturana et Varela ont appelé l'autopoïèse, avec les racines grecques poien qui veut dire faire, et auto, soi-même. Capacité d'un organisme vivant à prendre de l'extérieur pour se maintenir. Okay. Et être co-engendré, co-déterminé par son environnement. Je ne peux pas extraire cet individu, cette cellule, cet animal de son environnement. L'environnement est cet animal. C'est ce qui lui permet de prendre et de se constituer lui-même, à l'image de la cellule, qui prend autour d'elle les protéines qu'il lui faut pour constituer même sa membrane, ses neurotransmetteurs, son noyau, etc. Donc voilà, un système autopoïétique, c'est organisé comme un réseau de processus, de production, de composants, qui régénèrent continuellement par leur transformation et leur interaction le réseau qui les a produits, donc ça se régénère sans arrêt, et qui constitue le système en tant qu'unité concrète dans l'espace où il existe, en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau. C'est-à-dire, si vous voulez un truc circulaire, plus circulaire que ça, c'est mort. Ça s'auto-nourrit, ça se nourrit par rapport à l'environnement qui l'entoure.
L'ontogenèse est l'histoire des changements structuraux subis par une unité sans perdre son organisation. Et c'est de là dont le sentiment d'identité peut naître. Deux unités autopoïétiques peuvent subir une ontogenèse couplée à partir du moment où leurs interactions deviennent récurrentes lorsqu'elles se stabilisent. Chaque ontogenèse a lieu au sein d'un environnement. Les interactions entre une unité et son environnement constituent des perturbations réciproques. Repensez à votre séance ce matin avec Slim, les perturbations réciproques qu'il y avait dans la salle, les mouvements, l'autre, le fait de se croiser, le fait de taper, etc., la frustration que vous avez sentie. Tout ça, en fait, à chaque fois que vous tapez quelqu'un, vous vous souvenez que vous êtes vous-même, en fait. L'interaction avec l'autre, vous vous rappelez à l'identité. Ouais, je suis là, je suis incarné. Ça nous remet dans la perspective du réseau et du lien. Le résultat est l'histoire de changements structuraux mutuels, congruents, qui dureront tant que l'unité autopoïétique et son environnement ne se désintègrent pas. Il y aura couplage structurel. Voilà comment on arrive Varela à l'inaction. Il rajoute la phénoménologie dont parlait Flo tout à l'heure, c'est-à-dire l'interprétation des phénomènes personnels. Il dit que nous sommes des individus incarnés dans le monde et l'expérience consciente de ce que c'est d'être un corps concerné, préoccupé par sa propre survie au sein d'un milieu en devenir, sans cesse porté en avant par un essai d'anticipation. Vous êtes sans cesse en train d'essayer d'anticiper ce qu'il va se passer. Merci Pierre pour cette lecture incroyable. Si vous voulez encore une nouvelle référence, vous pourrez aller piocher. Henri Atlan, magnifique écrivain, biologiste, médecin, philosophe, bon, on n'en peut plus. Qui invoque le principe d'ordre à partir de l'aléatoire, si paradoxal que cela puisse paraître, et illustrer son propos par un modèle qui était suggestif, et que ces agressions agissant au hasard sur un système suffisamment complexe peuvent aboutir à enrichir l'information totale reçue par l'observateur. Les agressions aléatoires, ça peut venir enrichir le système. Selon l'expression de Piaget, l'être vivant soumis aux actions aléatoires incessantes du monde extérieur assimile cet environnement et s'y adapte. L'organisation interne du système nerveux s'accroît, qui devient l'image de cette adaptation comportementale. La vie psychique, tout entière, en dépend. Là, il y a écrit Hormèse à toutes les lignes. C'est-à-dire, c'est cette adaptation dans le dur et surtout imprévu, surtout imprévisible. On vous a donné un planning, on vous a donné des horaires, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, vous allez aller dans le froid, dans l'effort, peu importe, ça va être nouveau, ça va être imprévisible, ça va être non contrôlable. Et c'est ça qu'il faut embrasser. Paul Feyerabend, donc pour aller du côté de la philosophie, je sais que celui-là, tu l'aimes, mon Flo. Anything goes. La moralité de l'histoire, c'est que tout va. Il faut embrasser la totalité de l'aventure de la vie. Il ne faut pas s'en inquiéter. Le seul principe qui n'inhibe pas le progrès, c'est tout va. Le pas bien, le dur, le mal, le froid, le chaud, la frustration, la peur. En fait, je prends tout. Les gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, les gens qui nous aident. La personne qui a pris vos bananes ce matin à midi, putain, il n'y a plus de bananes. J'ai vu, il a pris 3 bananes. En fait, tout va. Tout est bien. Tout est important. La science est, par essence, une entreprise anarchique. Voilà, Paul Feyerabend, on le décrivait comme penseur anarchique. Un anarchisme théorique et plus humaniste, c'est-à-dire plus en représentant l'humain même, et prompt à encourager le progrès, que ces alternatives, loi et ordre, quand on pose des lois, quand on met des ordres, on dit ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc. Et donc au jeu de la vie, on est déjà tapis, on est déjà all-in, on a déjà tout mis. Il n'y a pas de retenue, on met tout, on joue à fond. Mais donc quand je suis all-in, je pense qu'à lui, évidemment. Le frère, pour moi, il représente ça. Qui aime bien exige le meilleur. Après, je veux tout. J'élève ce niveau d'exigence parce que c'est ça la vie. Il n'y a pas à y aller à 50%. Il n'y a pas à mettre le pied sur la pédale de frein en attendant « Ah, je vais freiner. » Non. Prends tout. Prends tout sans peur. Et donc, musique. Parce qu'à la fin, il faut que tu aies une dienne. Maestro, oui, c'est oui.
Alors attends, je sais plus ce que tu fais là. Je sais plus, je suis perdu. Ok, tu m'as mis ça là, merci. Et la souris est là, impec. Vous êtes toujours là? Ah, c'est oui. On s'accroche un tout petit peu. C'est quelque chose, les... Ouais, ben oui, celle-là. Celle-là est incroyable. C'était quelque chose, les clips comme dans les années 90. Hein. Oh là 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 là, souvenir. Ouais, bon, vous comprenez qu'on arrive à la fin de cette conf. S'en approche en tout cas, puisque Indian, c'est vraiment voilà, marqueur de cette fin. C'est rigolo qu'il il termine plus ou moins l'album avec... il y a 2-3 chansons après, mais avec ça. À la fin, cela n'a pas vraiment d'importance, hein, c'est ce qu'il dit. Perdu dans cet effort-là de dire j'ai tout essayé, tout essayé, mais à la fin, je baisse les bras, quoi. Moi, je rebondirais par si ce que nous décidons consciemment d'incarner, si, ça a de l'importance. Prendre le choix de le faire. La manière que nous avons de codéterminer le monde, si on fait ce changement, qu'on ne sombre pas dans ce suicide paradigmatique de ne pas pouvoir changer notre mode de pensée, et que vraiment on embrasse ce nouveau paradigme de « je co-engendre le monde », avec lequel je suis en interaction constante, en fait, ça nous replace devant quelque chose de très fort, c'est nos responsabilités. Ouais, on est tous acteurs, pas observateurs, on est tous partie prenante. Donc la manière que nous avons de codéterminer le monde, comment nous impactons notre prochain, nos valeurs, nos responsabilités, les choses qui comptent réellement ne peuvent être comptées, comme on dit souvent. Et donc voilà, les deux autres frères, ils ont quel âge? Ils ont 20 ans, ils sont là, ils sont dans la salle? Non. Ils ont 20 ans, 30 ans, très jeunes. Ils ont choisi de, pour l'un, partir à Bali, créer une communauté dans la montagne. Pour l'autre, porter haut les valeurs d'un sport français sur la scène nationale et internationale. En étant très jeunes. Pour moi, ça prouve vraiment qu'il y a un espoir dans les nouvelles générations de prendre des responsabilités aussi par rapport aux valeurs qu'on va incarner et qu'on transmet. Alors partir, est-ce que c'est un choix égoïste? Cette scène-là, évidemment, moi je la regarde pas trop parce que sinon je vais pleurer. C'est évidemment voilà, Interstellar de Nolan pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là, il se casse lui, certes pour sauver la planète, mais il se casse quand même. Elle n'a rien voulu sa fille, il dit reste. Donc il lui fait vivre ça aussi. Par rapport au choix dont parlait Flo dans la voie du milieu, c'est-à-dire vraiment ce que je fais, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Libre interprétation, bien entendu. Et donc, revenons sur Kaamelott, parce que quand même il faut parler plusieurs fois de Kaamelott, il y a ce moment-là, saison 6, où le passage à l'acte est fait. C'est-à-dire, il se tranche les veines, Arthur. Arthur se tranche les veines. Il se tranche les veines, mais il ne meurt pas. Il se tranche les veines dans sa baignoire. J'ai encore perdu le retour, cher ami. Ah, ça y est, c'est revenu, pardon, merci. Il se tranche les veines dans sa baignoire, mais il ne meurt pas, il survit. Mais les médecins lui disent, tu vas clamser. Bon, c'est pas les médecins, hein, évidemment, c'est le druide qui sert à rien, mais les médecins lui disent, tu vas clamser. Donc, tout le royaume vient rendre grâce au roi. Bien, voilà, merci, voilà, je fais honneur, je viens à votre chevet avant que vous mouriez, etc. Et un jour, à un moment, enfin, certains moments, c'est la reine Guenièvre elle-même qui vient voir son roi. Et qui lui dit, donc c'est un dialogue que je vais vous faire, qui tient un livre dans les mains, et qui dit, c'est vos mémoires, ça? Et il dit, je ne l'ai pas lu. J'avais peur de tomber sur des trucs. Et Arthur répond, des trucs qui vous concernent? Bah non, plutôt des trucs qui ne me concernent pas. Et Arthur, il baisse les épaules, il observe en hésitant, et il y en a. Des trucs qui ne vous concernent pas? Je ne sais pas. Dans l'absolu, tout devrait vous concerner, mais des trucs que vous avez jamais su, oui, il y en a. Ah, des gros trucs? Bah mon premier mariage, par exemple. Ah ouais, quand même. Là, on est plutôt sur du gros truc. Hein. Bah tout est dedans, à peu de choses près. Lisez-le quand même, quand je serai mort. Il n'y a rien de... Voilà, mais c'est pas plus mal de savoir. Il y a probablement des choses, quelques machins, que vous pourriez éclaircir. Et pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? Je sais pas. Je voulais pas vous faire de mal. Il n'y a pas moyen que vous ne mouriez pas? D'après les druides d'ici, non. Mais j'arrive pas à refaire le sang qui me manque. Le sang qui vous manque, moi je l'ai vu. Hein. C'est-à-dire, le sang qui vous manque, je l'ai vu. Je dors avec ma mère maintenant en Carmélide, toutes les nuits.
Parce qu'à chaque fois que je ferme les yeux, je vois tout le sang qui vous manque par terre, avec vos coupures au poignet, et puis vos yeux vides. Alors, vous m'avez rien avoué. Vous m'avez jamais avoué que vous étiez marié une première fois, hein. Mais ça, vous me l'avez laissé voir. Je vous ai laissé voir, j'ai rien laissé voir du tout, je me suis buté, quoi. Si. Il y en a d'autres des moyens de se buter. Se jeter du haut d'une falaise, par exemple. Ça emmerde personne. Mais vous, c'est pas ça que vous avez fait. Vous vous êtes ouvert les veines dans un bain que j'avais moi-même fait couler. Peut-être. Peut-être quoi? Peut-être. Que j'ai voulu vous empêcher de dormir. Vous et les autres. Peut-être que j'ai voulu empêcher tout le monde de fermer l'œil. Peut-être que j'ai voulu vous mettre la faute sur le dos. Ben, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil, mais bon, je le referai plus. La responsabilité, donc, par rapport à nos actes, je pense qu'elle est très très forte. Et à la fin de l'album, il termine par ça, Cure for the Inch, donc traitement pour les démangeaisons, les trucs qui démangent, le truc là que je cherchais à l'intérieur de moi, truc, la zone d'ombre qui m'angoisse. Ce traitement-là pour les démangeaisons. Et dans Cure for the Inch, il y a ces phrases-là. C'est très court en fait, c'est que de la musique, pas de mots. Peut-être que l'absence de mots permet justement de cet aspect curatif, le silence, juste la musique et la rythmicité. Et ils disent, et maintenant, une leçon de gestion rythmique. Commençons. Long morceau. Et puis ils enchaînent à la toute fin. Très bien, n'était-ce pas amusant? Essayons autre chose. Ça, pour moi, c'est l'image de la vie. On commence, on essaye des choses. C'était amusant? Allez, on recommence. Tant des trucs. Donc voilà, pour citer quelqu'un d'autre en conclusion, tomber amoureux de la vie, de vous, et ensuite de qui vous voulez. Embrassez tout ça. Tel Paul Farabande, tout va dans l'hormèse, tout va dans les bains froids, dans les confs trop longues comme celle-là, dans les trucs incompréhensibles que je vous ai exposés. Tout est bien dans la frustration de ne pas comprendre. Tout est bien dans le fait de se dire « Putain, mais qu'est-ce que je vais retirer de tout ça ?» C'est bien, ça aussi. C'est bien. Tout est bien. C'est ça la vie, c'est l'aventure qu'on vous propose. Et que donc, peut-être, que parmi toutes ces étoiles qui sont parties au ciel, toutes ces étoiles qui sont parties au ciel, tous ces astres qui nous regardent, qui ont décidé d'abandonner le jeu de la vie, peut-être que ce qui manque aux astres, c'était tout simplement la joie. Merci, bon congrès tout le monde. Merci.